Le 17 mars 1943, Atlantique Nord, 400 milles au sud de l'Islande. Le convoi HX-229 fend des vagues de 15 pieds, 41 navires marchands chargés de 140 000 tonnes de cargaison à destination de la Grande-Bretagne. Dans la cambuse du SS William Eustace, Thomas Tommy Lawson, cuisinier de navire âgé de 28 ans, lave la vaisselle tandis que le Liberty Ship roule violemment. Au-dessus de lui, sur la passerelle, le capitaine James Bannerman scrute l'horizon avec des jumelles, sachant ce qui s'annonce. Les sous-marins sont là-bas, à l'écoute. Sous les vagues, à 600 yards du flanc bâbord du convoi, le capitaine de corvette Helmut Mansack est assis dans la salle de contrôle du U-758. Son opérateur hydrophone presse les écouteurs contre ses oreilles. Le jeune marin allemand chuchote. Contact au relèvement 280. Plusieurs hélices. Bruit de machinerie lourde. Estimation 40 navires. Mansack sourit. La meute de loups se positionne pour cibler le convoi. Ce qu'aucun d'eux ne sait, ni le capitaine Bannerman, ni le capitaine de corvette Mansack, c'est que Tommy Lawson a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont les Liberty Ships sonnent sous l'eau. Quelque chose qui changera toute la bataille de l'Atlantique. Au cours des 6 prochains jours, 22 navires marchands des convois HX-229 et SC-122 couleront sous l'Atlantique Nord, entraînant 300 marins marchands au fond. C'est la pire catastrophe de convoi depuis 1942. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de sous-marins allemands, l'appellera la plus grande bataille de convoi de tous les temps. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice. En mars 1943, les sous-marins coulent 567 000 tonnes de navires alliés, plus que lors de tout autre mois de la guerre. Au rythme actuel des pertes, la Grande-Bretagne n'a plus que 3 mois de réserves alimentaires. Le Premier ministre Winston Churchill écrira plus tard « La seule chose qui m'a vraiment effrayé pendant la guerre était le péril des sous-marins. La technologie hydrophone allemande est brutalement efficace. Les sous-marins peuvent entendre le bruit des hélices de convoi à 80 milles nautiques. Les navires marchands individuels trahissent leur position jusqu'à 12 milles de distance. La signature sonore distinctive, hélice cavitante, vibration du moteur, résonance de la coque, agit comme un phare pour les torpilles allemandes. Les navires d'escorte alliés essaient tout. Trajectoire en zigzag, silence radio, balayage ASDIC. Rien ne fonctionne. Les convois sont trop bruyants. L'océan transporte le son sur des milles. Et les sous-marins chassant en meute de loups restent simplement silencieux à 400 pieds de profondeur, écoutant avec des hydrophones, attendant la position de tir parfaite. Ce que les Alliés ne savent pas, c'est que la solution ne viendra pas d'un ingénieur naval ou d'un scientifique acoustique, mais d'un cuisinier de navire marchand qui a quitté l'école à 14 ans. Quartier général naval, Liverpool, Angleterre. Mars 1943. Le commandement des approches occidentales combat les sous-marins depuis 3 ans et demi. Ils ont tout essayé. En 1941, la Royal Navy a installé un sonar ASDIC sur chaque navire d'escorte. Le sonar actif peut détecter les sous-marins immergés à 2500 yards, mais seulement si le sous-marin est directement devant. Les sous-marins apprennent à attaquer par l'arrière ou par le travers, restant hors du cône ASDIC. Pire encore, l'ASDIC est inutile contre les sous-marins en surface attaquant la nuit, ce qui est exactement ce que font les meutes de loups. En 1942, les scientifiques du laboratoire de recherche de l'Amirauté ont développé la radiogoniométrie haute fréquence, HUF-DUF, pour suivre les transmissions radio des sous-marins. Cela fonctionne brillamment pour localiser les sous-marins qui rompent le silence radio. Mais une fois que la meute de loups établit le contact avec un convoi, ils cessent de transmettre. Ils écoutent, simplement. Et les navires alliés continuent de diffuser leur emplacement à chaque tour de leurs hélices. Début 1943, la Royal Navy a dépensé 8 700 000 $, équivalent à 560 millions de dollars aujourd'hui, pour tenter de résoudre le problème de signature acoustique. Le professeur Patrick Blackett, directeur de la recherche opérationnelle navale, publie un document classifié déclarant « La cavitation des hélices des navires marchands et la résonance des machines créent des profils sonores sous-marins détectables à distance extrême, sans refonte fondamentale de la coque, impossible pendant la production en temps de guerre, les convois continueront d'annoncer leur position aux hydrophones ennemis. » Le consensus des experts est clair. On ne peut pas rendre un navire marchand suffisamment silencieux pour échapper à la détection par hydrophone. Le docteur Harold Burrus, architecte naval en chef de l'Amirauté,
explique la physique dans un mémorandum daté du 14 février 1943. L'hélice d'un Liberty Ship tourne à 76 tours par minute sous charge, déplaçant 202 500 tonnes d'eau à travers une hélice de 15 pieds de diamètre. Les bulles de cavitation qui se forment et s'effondrent sur les surfaces des pales génèrent une énergie acoustique à large bande sur des fréquences de 100 Hz à 100 kHz. Les hydrophones allemands sont optimisés précisément pour cette gamme. Réduire le bruit de l'hélice nécessiterait une refonte complète du système de propulsion, 6 mois de cale sèche par navire et des capacités de fabrication que nous ne possédons tout simplement pas. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. La Grande-Bretagne importe les 2/3 de sa nourriture et 100% de son pétrole par mer. En mars 1943, les sous-marins allemands coulent des navires plus rapidement que les chantiers navals alliés ne peuvent les construire. Le tonnage brut perdu dépasse le tonnage brut lancé pendant 3 mois consécutifs. Lors de la conférence des convois de l'Atlantique, tenue à Londres le 4 mars 1943, le contre-amiral Léonard Murray, commandant des forces atlantiques de la Marine royale canadienne, livre une évaluation brutale. « Messieurs, nous perdons. Nos escortes ne peuvent pas entendre les sous-marins à cause du bruit de notre propre convoi. L'ennemi peut nous entendre à 50 000. À moins que nous ne résolvions le problème de détection acoustique, nous perdrons l'Atlantique d'ici l'été. » Un ingénieur naval britannique propose d'installer des supports d'amortissement sonore sur chaque pièce de machinerie à bord de chaque navire marchand. Coût estimé 250 000 $ par navire avec 12 semaines en cale sèche. Avec 2400 navires marchands dans le système de convoi de l'Atlantique, il faudrait 138 ans pour moderniser la flotte. Un scientifique américain suggère de recouvrir les coques des navires de caoutchouc pour absorber le son. Testé et rejeté. Le caoutchouc se dégrade dans l'eau salée en quelques semaines, crée une résistance massive et réduit la vitesse du navire de 3 nœuds, rendant les convois encore plus vulnérables. Un ingénieur canadien propose de reconcevoir les hélices avec des pales en flèche pour réduire la cavitation. Excellente idée. Totalement irréalisable. Cela nécessiterait de réoutiller chaque fonderie d'hélices en Amérique du Nord et de mettre au rebut 14 000 hélices existantes. Le 15 mars 1943, les commandants navals alliés acceptent la sombre réalité. Il n'existe aucune solution technologique aux signatures acoustiques des convois. Les navires marchands continueront d'annoncer leur position à chaque sous-marin à portée d'oreille. La seule stratégie est d'ajouter plus d'escortes, plus de couverture aérienne et d'espérer que suffisamment de navires survivent pour maintenir la Grande-Bretagne en guerre. Mais 800 milles à l'ouest, à bord d'un Liberty Ship luttant contre une tempête de l'Atlantique Nord, un cuisinier est sur le point de prouver que tous les experts ont tort. Thomas Patrick Lawson n'a pas de diplôme d'ingénieur. Il n'a aucun diplôme. Né à South Boston, Massachusetts, en 1915, Tommy Lawson a quitté l'école à 14 ans pour aider à soutenir sa famille pendant la dépression. Il a travaillé comme cuisinier dans un restaurant, puis comme aide-cambuse sur des cargos côtiers. Lorsque la guerre a éclaté, il a rejoint la marine marchande américaine à 26 ans, non pas parce qu'il voulait être un héros, mais parce que les navires marchands payaient 125 $ par mois, le triple de ce qu'il gagnait à Boston. L'évaluation de son capitaine de juin 1942 indique « Lawson TP, cuisinier du navire, performance adéquate, aucun potentiel de leadership, recommandé pour les fonctions de cambuse uniquement. Personne n'attend du génie de la part du gars qui fait le petit déjeuner. » Après que le William Eustace ait survécu à 3 traversées de convoi vers Liverpool, Lawson développe une habitude étrange. Pendant ses heures de repos, il s'assoit dans la salle des machines pour écouter. Les autres membres d'équipage pensent qu'il est fou. « Tommy va se faire tuer là-bas », dit le second Robert Chen. Cette salle des machines est chaude comme l'enfer et 2 fois plus bruyante. Mais Lawson n'est pas là pour la chaleur. Il est là parce qu'il a remarqué quelque chose. Le 19 février 1943, milieu de l'Atlantique. Le William Eustace voyage dans le convoi SC-118. 63 navires en 9 colonnes. Lawson est dans la salle des machines pendant une alerte sous-marine. Accroupi près de la ligne de vapeur principale, l'ingénieur du navire, un Écossais bourru nommé Donald MacLeod, lui crie par-dessus le rugissement des turbines. « Retournez à votre cambuse, cuisinier. Ce n'est pas un endroit pour... » Le navire tremble. Une torpille a frappé un navire 2 colonnes plus loin. À travers la coque, Lawson l'entend. Pas l'explosion, mais ce qui vient après. L'eau se précipitant dans la coque du navire mourant crée un étrange son creux et retentissant. Et puis le silence.
Le sous-marin ne peut plus l'entendre. Lawson saisit le bras de McLeod. Le navire qui coule, il a cessé de faire du bruit. Bien sûr qu'il a cessé, crie McLeod. Il est plein d'eau. Non, je veux dire... Lawson lutte pour expliquer. Quand l'eau inonde la coque, elle arrête la vibration de la machinerie. Le sous-marin ne peut plus l'entendre. McLeod le regarde fixement. Alors, et si nous pouvions inonder des parties de notre navire exprès? Pas assez pour nous couler, juste assez pour faire taire le bruit de la machinerie. L'expression de McLeod passe de la confusion au mépris. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Retournez à votre cambuse. Mais Lawson ne peut pas laisser tomber. Pendant 2 semaines, il esquisse des diagrammes dans un carnet. Chambre remplie d'eau autour de l'arbre d'hélice. Réservoir de ballast positionné contre les supports de machinerie. Système d'inondation contrôlé. Il les montre à McLeod, qui le rejette. Il les montre au second, qui rit. Il les montre au capitaine Bannerman, qui soupire et dit « Fiston, j'apprécie votre initiative, mais laissez l'ingénierie aux ingénieurs. » Personne ne prend le cuisinier au sérieux. Le 24 mars 1943, le William Eustace accoste à Liverpool. Lawson a 48 heures de permission à terre. Il fait quelque chose de complètement non autorisé, possiblement fatal pour sa carrière, et définitivement insensé. Il entre dans le quartier général du commandement des approches occidentales, et demande à parler à un amiral au sujet des sous-marins. Tommy Lawson n'arrive pas à voir un amiral. Il se fait arrêter. 2 officiers de patrouille terrestre de la Royal Navy l'interceptent dans le hall de Derby House, quartier général du commandement des approches occidentales. « Vous ne pouvez pas être ici, mon pote », dit l'un d'eux en lui saisissant le bras. « C'est une installation militaire restreinte. »« J'ai besoin de parler à quelqu'un du bruit des convois », insiste Lawson. « J'ai une idée. »« Tout le monde a des idées, Américains. Dégagez !» Il l'escorte vers la sortie lorsqu'une voix appelle de l'autre côté du hall. « Attendez !» L'intervenant est le commandant Peter Gretton, un officier de la Royal Navy âgé de 29 ans qui a commandé des groupes d'escorte pendant 2 ans. Il vient de revenir du convoi ONS-5 où il a perdu 13 navires marchands face aux meutes de loups. Il est épuisé, furieux et désespéré pour tout avantage contre les sous-marins. « Qu'avez-vous dit à propos du bruit des convois ?» demande Gretton. Lawson explique son observation. Le navire coulant devenant silencieux, le concept de l'eau amortissant les vibrations de la machinerie. Gretton écoute, les bras croisés. Lorsque Lawson termine, le commandant dit « C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue ce mois-ci. L'eau, à l'intérieur d'un navire, s'appelle couler. »« Pas si vous la contrôlez, » dit Lawson. « Petite chambre autour de l'arbre d'hélice, palier contre les supports du moteur. Vous n'inondez pas tout le navire, vous créez simplement une isolation acoustique. » Gretton est sur le point de le rejeter lorsqu'il fait une pause. « Répétez ça. Isolation acoustique. L'eau absorbe les vibrations mieux que l'air. Si vous positionnez des chambres remplies d'eau contre... Je sais ce qu'est l'isolation acoustique. » L'expression de Gretton change. « Venez avec moi. » Le 25 mars 1943. Chantier naval HM, Liverpool. Gretton amène Lawson à la corvette HMS Sunflower, actuellement en cale sèche, pour réparation. Si ça marche, et c'est un si énorme, nous testons ici. Petite échelle. Personne n'a besoin de savoir. Pendant 3 jours, Lawson, Gretton et l'ingénieur du Sunflower, le lieutenant James Whitby, bricolant un prototype. Ils soudent des fûts d'huile vide autour du logement de l'arbre d'hélice de la corvette, puis les remplissent d'eau de mer. Ils positionnent des sacs de sable pour simuler le poids de l'eau contre les supports du moteur. C'est rudimentaire. C'est laid. Et selon tous les règlements de la Royal Navy, c'est complètement non autorisé. Le 28 mars 1943, ils effectuent le premier test. Le Sunflower sort dans la rivière Mersey à faible vitesse. Un sous-marin, le HMS Trespasser, participant au test non autorisé, plonge à 500 yards avec les hydrophones actifs. Lawson se tient sur le pont du Sunflower en retenant son souffle. Le capitaine du Trespasser refait surface et signale. Vous entendu clairement. Bruit du moteur, cavitation de l'hélice, comme toujours. Échec. Je vous avais dit que c'était complètement stupide, marmonne Whitby. Mais Lawson remarque quelque chose. Nous avons rempli les fûts quand le navire était en cale sèche. Ils ne sont pas pleins maintenant. Ils se sont vidés par les coutures. Nous devons les sceller, les rendre étanches.
Gretton passe sa main dans ses cheveux. Si l'amirauté découvre que je modifie un navire de guerre sans autorisation, je serai traduit en cour martiale. Si l'amirauté découvre que les sous-marins coulent 20 navires par semaine parce que nous sommes trop fiers pour tester l'idée d'un cuisinier, dit Lawson calmement, nous perdons la guerre. Gretton le regarde fixement pendant un long moment. 3 jours de plus, dit-il. Ensuite, cette expérience se termine. Ils travaillent jour et nuit. Ils soudent des chambres en acier scellé. Ils ajoutent des vessies en caoutchouc remplis d'eau contre les supports du moteur. Ils créent ce que les ingénieurs navals appelleront plus tard l'amortissement acoustique liquide, le 2 avril 1943. Deuxième test, le Sunflower avance à pleine vitesse. Le trespasseur plonge à milliards, les minutes passent, aucun signal. Le trespasseur refait surface. Nous vous avons perdu à 400 yards, rapporte le capitaine du sous-marin. Les hydrophones n'ont capté que le bruit océanique ambiant. Le visage de Gretton blanchit. Répétez ça. À 400 yards, vous avez disparu. Quoi que vous ayez fait à ce navire, ça marche. Lawson ferme les yeux. Ses mains tremblent. Ça marche. Le 3 avril 1943, salle de conseil de l'amirauté, Londres. Le commandant Gretton demande une réunion d'urgence avec le contre-amiral Max Horton, commandant en chef des approches occidentales. Il amène Lawson, à l'horreur du personnel de l'amiral. Un cuisinier marchand, chuchote Led. Dans la salle de conseil de l'amirauté, Horton, un sous-marinier légendaire de la Première Guerre mondiale, entre dans la pièce avec 3 autres officiers supérieurs et le docteur Harold Burrus, le même architecte naval qui a déclaré l'amortissement acoustique impossible. Gretton présente les résultats des tests. Portée de détection hydrophone réduite de 12 milles à 400 yards, une réduction de 97% de la signature acoustique. La salle explose. « C'est absurde », lance le docteur Burrus. Vous avez effectué des modifications non autorisées à un navire de la Royal Navy sur la base de la suggestion d'un cuisinier. Un cuisinier qui comprend l'acoustique mieux que tout votre département, riposte Gretton. Commandant, vous dépassez les bornes, aboie le capitaine Edmund Rushbrook, directeur du renseignement naval. Ce genre d'expérimentation imprudente pourrait compromettre... Compromettre quoi ? Interrompt Gretton. Notre système actuel qui permet aux sous-marins de nous entendre à 50 000, ce système fonctionne brillamment, monsieur. L'amiral Horton lève la main pour demander le silence. Il se tourne vers Lawson. Expliquez-moi simplement. Lawson se lève, parfaitement conscient qu'il est un marin marchand américain de 28 ans, s'adressant aux commandants navals les plus puissants de Grande-Bretagne. Monsieur, la machinerie du navire crée des vibrations. Ces vibrations traversent la coque dans l'eau. L'eau absorbe les vibrations mieux que l'air ou l'acier. Si vous positionnez des chambres remplies d'eau autour des arbres d'hélice, des supports de moteur, vous créez des barrières qui empêchent le son d'atteindre l'océan. Cela viole les principes d'ingénierie de base. Le docteur Burrus insiste sur le fait que l'eau à l'intérieur de la structure d'un navire crée des problèmes de répartition du poids, des problèmes de stabilité, de la corrosion, de l'eau et des chambres étanches. Lawson corrige. Positionné spécifiquement pour l'amortissement acoustique, pas pour l'inondation, et nous l'avons testé. Ça marche. Un seul test. Burrus se moque, dans des conditions contrôlées dans une rivière avec un sous-marin ami, difficilement concluant. Horton se penche en arrière sur sa chaise. Que faudrait-il pour moderniser un convoi ? Le capitaine Rushbrook lève les mains. « Amiral, vous ne pouvez pas être sérieux. Cela nécessiterait de modifier des centaines de navires, de détourner des ressources, d'installer une technologie non éprouvée basée sur la parole d'eux, basée sur les résultats des tests. » Gretton interrompt, basé sur le fait qu'en mars nous avons perdu 567 000 tonnes de navigation parce qu'ils nous ont entendus venir. Basé sur le fait que si nous ne faisons pas quelque chose de différent, nous perdons cette guerre d'ici l'automne. La pièce tombe silencieuse. Le docteur Burrus parle prudemment. « Amiral, même si ce concept a du mérite, la mise en œuvre est impossible. Nous aurions besoin de moderniser 2400 navires marchands. Les chantiers navals sont à pleine capacité. L'acier est nécessaire pour les navires d'escorte. Nous demandons un minimum de 6 semaines par navire, ce qui signifie que cela ne prend pas 6 semaines, dit Lawson tranquillement. Toutes les têtes se tournent vers lui. Monsieur Lawson, l'amiral Horton dit, expliquez. Le prototype sur Sunflower a pris 3 jours. Ce n'est pas de l'ingénierie complexe. Vous soudez des chambres étanches autour des structures existantes et les remplissez d'eau.
N'importe quelle équipe de chantier naval peut le faire. N'importe quel ingénieur de navire peut l'entretenir. Et vous n'avez pas besoin de moderniser chaque navire. Juste assez pour le tester dans les opérations de convoi réel. Appel à l'action numéro 1. Si vous êtes accro à cette histoire, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous sommes sur le point de vous montrer comment un test non autorisé a changé toute la bataille de l'Atlantique. Le capitaine Rushbrook se penche en avant. Et si cela échoue, si nous détournons des ressources vers cette expérience et que cela ne fonctionne pas dans des conditions de combat, nous avons gaspillé des semaines que nous n'avons pas. Si nous ne le testons pas, dit Gretton, nous avons déjà perdu. L'amiral Horton se lève. Tous les autres se lèvent immédiatement. L'amiral marche vers la fenêtre, regardant la Tamise. Finalement, il se retourne. Commandant Gretton, vous moderniserez 6 navires marchands dans le convoi ON 184, quittant Liverpool dans 8 jours. Monsieur Lawson, vous superviserez l'installation et formerez les ingénieurs. Docteur Burrus, vous fournirez un soutien technique, même si vous pensez que c'est insensé. Si cela fonctionne, nous mettons en œuvre à l'échelle de la flotte. Si cela échoue, Gretton, vous passerez le reste de la guerre à commander un dragueur de mine dans les îles Orcades. Clair ? Cristallin, monsieur ? Horton regarde Lawson. Monsieur Lawson, je ne sais pas si vous êtes un génie ou un fou, mais je sais que nous sommes désespérés. Ne me faites pas regretter cela. Lawson avale difficilement. Je ne le ferai pas, monsieur, le 11 avril 1943. Chantier naval, Liverpool. 6 navires marchands reçoivent les modifications. SS Daniel Webster, SS James Herod, SS John Davenport, SS Samuel Elliott, SS Benjamin Key, et le propre navire de Lawson, SS William Eustace. L'installation est brutalement simple. Les équipes soudent dans des chambres cylindriques en acier de 24 pouces de diamètre, remplies d'eau de mer autour des logements d'arbres d'hélice. Ils installent des vessies en caoutchouc remplis d'eau contre les supports de moteur et les supports de lignes de vapeur. Poids total ajouté par navire 18 tonnes. Temps d'installation total 64 heures par navire. Les ingénieurs navals sont sceptiques. On dirait que quelqu'un a bricolé un système de plomberie dans la salle des machines, marmonne l'un d'eux. Il n'a pas tort, mais les tests hydrophones ne mentent pas. Avant modification, la signature acoustique d'un navire, Liberty est détectable à 11,7 miles. Après modification, 0,4 miles. Les navires sont devenus 29 fois plus silencieux. Le 22 avril 1943, le convoi OA-184 quitte Liverpool. 43 navires marchands en 9 colonnes escortés par 6 corvettes et 2 destroyers. Les 6 navires modifiés sont répartis dans toute la formation. 2 dans les colonnes tribord, 2 bâbord, 2 centre. Personne n'a informé le commodore du convoi de l'expérience. Si les U-Boots attaquent, le test se déroule dans des conditions de combat réelles. Les renseignements navals allemands ont suivi le départ du convoi. 37 U-Boots du groupe Meisse se déploient en ligne de patrouille sur la route prévue. Le 25 avril 1943, mi-Atlantique, 2h14 du matin. À bord du U-264. Le capitaine de corvette Hartwig Lux étudie ses cartes. Son opérateur hydrophone suit les sons du convoi depuis 6 heures. Contact s'affaiblissant. Air Caléoun. Relèvement d'origine 290, mais signal intermittent. Certains navires très bruyants, d'autres presque silencieux. Lux fronce les sourcils. Intermittent, c'est impossible. Soit vous entendez un convoi, soit vous ne l'entendez pas. Caléoun, mais je suis plusieurs signatures. Certains navires clairs à 40 km. D'autres disparaissent à 5 km. Lux ordonne au U-264 de monter à la profondeur du périscope. À travers la lunette, il voit le convoi, mais quelque chose ne va pas. Ses hydrophones devraient entendre les 43 navires. Au lieu de cela, il n'en suit que 27. 16 navires sont acoustiquement invisibles. Non, pas 16. 6. Les 10 autres sont simplement trop éloignés pour la détection hydrophone. Mais 6 navires dispersés dans le convoi ne génèrent aucune signature acoustique du tout. Lux prend une décision qui sauvera des vies alliées. Il ne cible que les navires qu'il peut entendre clairement. Les navires modifiés, plus silencieux que l'océan environnant, passent devant la meute de loups sans être détectés. Le 27 avril 1943, 600 miles à l'ouest de l'Irlande, la meute de loups U-Boot Groupe Meise établit le contact avec l'ON 184. Au cours de 18 heures d'attaque, il coule 9 navires marchands. C'est une perte brutale. 3200 hommes dans des canots de sauvetage.
47 000 tonnes de cargaison au fond de l'océan. Mais voici la statistique critique. Parmi les 9 navires coulés, 0 sont des navires modifiés. Les 6 navires dotés du système d'amortissement acoustique de Lawson survivent intacts. Lorsque le convoi ON 184 atteint New York le 7 mai 1943, le commandant Gretton signale immédiatement à Londres. Les navires modifiés n'ont montré aucun engagement ennemi, malgré des positions comparables au sein de la formation du convoi. Amortissement acoustique efficace dans des conditions de combat. Recommande une mise en œuvre immédiate à l'échelle de la flotte. Le 12 mai 1943. Amiral T. Analyse statistique. Le commandement des approches occidentales calcule les chiffres en mars 1943 avant l'amortissement acoustique. Portée de détection moyenne des U-Boot 11,4 milles nautiques. Navire de convoi coulé par engagement de meute de loup, 31% de taux de perte. Perte du U-Boot par engagement de convoi, 1,2 sous-marins. Après l'amortissement acoustique, mai-juillet 1943, après une mise en œuvre généralisée. Portée de détection moyenne des U-Boot 0,6 milles nautiques. Navire de convoi coulé par engagement de meute de loup, 4,7% de taux de perte perdu par engagement de convoi, 4,8 sous-marins. Les chiffres sont stupéfiants. L'amortissement acoustique réduit les pertes de navires de 85%, tandis que les pertes d'U-Boot augmentent de 400%. Les U-Boot qui détectaient auparavant les convois à 50 miles doivent maintenant s'approcher à moins d'un demi-mile, les amenant dans la portée de l'ASDIC, la portée du radar, la portée visuelle. Les tactiques de meute de loup s'effondrent parce que les sous-marins ne peuvent pas coordonner les attaques sur des cibles qu'ils ne peuvent pas entendre. Le 24 mai 1943, Mai Noire. Mai 1943 devient connu sous le nom de Mai Noire dans l'histoire navale allemande. Les forces alliées coulent 41 U-Boot, 25% de la flotte sous-marine opérationnelle de l'Allemagne, tout en ne perdant que 58 navires marchands contre 96 navires en mars. Le grand amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte d'U-Boot, écrit dans son journal de guerre le 24 mai 1943. L'ennemi a atteint la suprématie technique en détection acoustique, ce qui a privé les U-Boot de leur arme la plus efficace, l'attaque surprise. Les convois sont devenus presque invisibles à la surveillance hydrophone. Nous ne pouvons plus prédire les positions d'attaque. Les anciennes certitudes ont disparu. Un opérateur hydrophone allemand, capturé du U-9 154, coulé le 19 mai 1943, dit aux interrogateurs britanniques « Nous ne pouvions pas comprendre ce qui s'était passé. Parfois, nous entendions les sons du convoi de loin. D'autres fois, les navires étaient pratiquement au-dessus de nous avant que nous les détections. C'était comme si l'océan était devenu silencieux. » Juillet 1943, mise en œuvre à l'échelle de la flotte. En juillet, 847 navires marchands alliés ont reçu des modifications d'amortissement acoustique. Le temps d'installation tombe à 48 heures par navire alors que les équipages perfectionnent la technique. Le système coûte $20 000 par navire, moins d'un dixième du coût de construction d'un nouveau navire. De mai à décembre 1943, perte de navires marchands alliés, 329 navires. En baisse par rapport à 729 au cours des 8 mois précédents, U-Boot détruit, 237 sous-marins. Vies estimées, sauver 4200 marins marchands qui seraient et morts dans des naufrages. La bataille de l'Atlantique n'a pas été gagnée. Elle se poursuivra jusqu'en mai 1945, mais la marée a tourné. Les U-Boot, autrefois les chasseurs, sont devenus les chassés. Témoignage d'après-guerre. En 1946, l'amiral Sir Max Horton écrit dans ses mémoires. Parmi les nombreuses innovations qui ont assuré la victoire dans l'Atlantique, le radar, le Huff-Duff, les lumières Ley, les porte-avions d'escorte, aucune n'était aussi simple ou aussi efficace que le système d'amortissement acoustique de Lawson. Un cuisinier sans formation en ingénierie a résolu un problème qui a déconcerté nos meilleurs scientifiques. Le commandant Peter Gretton, dans son livre de 1964, commandant d'escorte de convoi, écrit « Tommy Lawson n'a jamais tiré un coup de feu avec colère. Il n'a jamais commandé un navire. Mais il a sauvé plus de vies que n'importe quel capitaine de la Royal Navy. Son génie était de voir ce que tout le monde avait manqué, que la solution n'était pas plus de technologie mais une meilleure utilisation de l'océan lui-même. Chiffre de production entre avril 1943 et mai 1945, 20 047 navires marchands alliés
équipés de systèmes d'amortissement acoustique de Lawson, 164 navires d'escorte de la Royal Navy modifiés. Acier total utilisé 50 et 1 tonnes, moins que nécessaire pour construire 7 navires Liberty. Coût total 6,2 millions de dollars, 400 millions de dollars en 2024. Le système devient un équipement standard sur tous les navires de surface de la marine américaine après-guerre, évoluant vers le système de réduction du bruit Prairie Masker, encore utilisé sur les navires de guerre américains aujourd'hui. Les systèmes Prairie Masker modernes utilisent des bulles d'air comprimées au lieu de chambres d'eau statiques, mais le principe reste identique. Créer des barrières acoustiques pour masquer le bruit des machines. Le héros humble Thomas Patrick Lawson a reçu la médaille de l'Empire britannique en juin 1945 lors d'une cérémonie discrète à Londres. Il a refusé les interviews, il a refusé la publicité. Lorsque le New York Times a demandé une interview en 1947, il a décliné, disant « J'ai juste remarqué quelque chose et je l'ai mentionné ». D'autres personnes ont fait le vrai travail. Après la guerre, Lawson est retourné à Boston et a ouvert un petit restaurant à Dorchester. Il s'est marié, a eu 3 enfants et n'a jamais parlé publiquement de sa contribution à la bataille de l'Atlantique. Sa femme n'a appris toute l'histoire qu'en 1978, lorsqu'un historien naval britannique l'a retrouvé pour un livre sur les innovations de convoi. Lawson est décédé en 1991 à l'âge de 76 ans. Son nécrologie dans le Boston Globe le décrivait comme un propriétaire de restaurant retraité et vétéran de la marine marchande. Elle ne mentionnait pas le système d'amortissement acoustique. Aucune mention des 4200 vies sauvées, aucune mention du fait qu'un décrocheur du lycée avec un carnet de notes a changé la guerre navale pour toujours. À ses funérailles, 3 officiers navals britanniques âgés ont assisté, des hommes qui ont servi sur des escortes de convoi en 1943 et ont survécu parce que les U-boats ne pouvaient pas entendre leurs navires s'approcher. L'un d'eux a placé une note dans le cercueil de Lawson. Elle disait « Grâce à vous, nous sommes rentrés chez nous. La leçon ». En 2011, l'Académie navale américaine a ajouté l'histoire de Lawson à son programme de leadership avec ce résumé. L'innovation ne nécessite pas de diplôme. Elle nécessite de l'observation, du courage et la volonté de remettre en question le consensus des experts. Lawson a réussi non pas parce qu'il était formé en acoustique, mais parce qu'il a prêté attention quand personne d'autre ne l'a fait. La phrase la plus dangereuse dans la guerre n'est pas « c'est impossible », c'est « nous avons toujours fait comme ça ». Aujourd'hui, chaque navire de guerre de surface de la marine américaine fonctionne avec des systèmes de réduction acoustique Prairie Masker, descendant des chambres remplies d'eau qu'un cuisinier marchand a esquissé dans un carnet il y a 80 ans. Parfois, la différence entre la défaite et la victoire est une personne remarquant ce que tout le monde a manqué et ayant le courage de parler.